Cyril, bonjour. Salut. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est chez toi au Maccabi. Je me permets, je vais résumer un petit peu le début de ton parcours. À l'âge de 14 ans, tu vas rentrer dans une salle de boxe, une salle de Muay Thai, et tu vas tomber amoureux de ce sport. Tu vas voir justement des combattants et tu vas les regarder avec admiration. Tu te rends compte que c'est ça que tu as envie de faire plus tard. Ta première grande étape, c'est les championnats de France. Tu vas devenir champion de France amateur. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors oui, bien sûr, je me souviens, c'était un grand moment, c'est ces championnats de France, et en fait c'était toute l'année, c'est-à-dire que tu fais chaque combat est éliminatoire, c'est des éliminations directes, tu fais 3 combats en gros pour devenir champion Île-de-France. Après tu as trois quatre combats pour devenir champion de France. Et je me souviens, cette finale de championnat de France, elle avait un goût particulier parce que c'était la première brique que je posais dans mon palmarès, et surtout parce que c'était un combat incroyable dans la mesure où c'était un combat très serré que je perdais sûrement. Et presque sur le gong, à 2 secondes du gong final, je mets un high kick à mon adversaire qui tombe KO. Et donc je pense que même jusqu'à aujourd'hui, c'est mon plus beau KO en carrière, enfin un des plus beaux, tu vois. C'est un super souvenir. Ok, la suite de ça, du coup, tu vas commencer à entreprendre à partir donc de 2012, on va dire un petit voyage pour les championnats du monde amateur qui se font en Thaïlande. Du coup, tu pars souvent en Thaïlande, tu vas combattre là-bas pour les championnats du monde amateur. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé et quelle différence notoire tu vois entre la France et ici et Bien sûr. là-bas? Alors en fait, j'y vais et parce qu'il y a il y a un forfait en fait d'un Français de ma catégorie qui est membre de mon club, et du coup, on arrive à me faire prendre sa place et j'y vais contre toute attente parce que j'avais débuté le Muay Thai peut-être 6-8 mois plus tôt. En tout cas, en compétition, j'avais 4-5 combats amateurs, tu vois. Et j'y vais là-bas, et contre toute attente, à côté de moi, que des classes A, c'est-à-dire des pros, des boxeurs pros en France, qui se font éliminer assez vite. Moi, j'arrive en finale. Alors, je m'incline en finale, mais assez serré, face à un Biélorusse, je m'en rappelle. Et du coup, j'avais impressionné beaucoup de monde au cours de cette compétition, quoi. Et donc, c'est ma première expérience internationale. Et si tu veux, c'est un peu spécial parce que je vois rien du pays. Je me souviens, j'étais à l'hôtel et dans les centres commerciaux parce que on voulait pas que j'aille trop dehors pour les microbes, pour l'humidité, pour plein de choses, et je reste dans les milieux un peu stériles, tu vois, pour reprendre de risques. Et je m'entraînais avec mon coach, et voilà. Et donc j'ai pas trop vu du pays. Après j'ai renouvelé avec le pays pour m'entraîner, etc. Et en 2014, c'est la bonne année. Je deviens champion du monde en Thaïlande. WMF, donc cette fédération qui organise tous les ans des championnats du monde, où ça ressemble un peu au modèle Jeux Olympiques, où tu as un tirage dès le début, tu as plein de nations et tout. Du coup, après ces championnats du monde, tu retournes au Maccabi. Quels sont tes objectifs quand tu reviens au Maccabi à ce moment-là? Je me souviens plus si je reviens au Maccabi ou si j'arrive au Maccabi. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ici, je fais la connaissance de Michael Cohen, qui est un super ami aujourd'hui. Et à l'époque, en fait, il est là en tant qu'entraîneur, mais il est là pour, en fait, si tu veux, un peu modérer et encadrer une session de sparring qui avait lieu une fois par semaine. Et du coup, je viens pour cette fameuse mise devant. Sauf que au fur et à mesure des semaines, c'est plus pour lui que je viens que pour les autres sparring partners. Et en fait, une histoire d'amitié s'est liée avec lui. Et je lui demande beaucoup de conseils. À l'époque, il faisait beaucoup de sparring, donc on tournait ensemble, il m'apprenait, etc. En anglaise surtout. Et du coup, voilà un peu l'histoire du Maccabi et moi. Et c'est vrai que après, l'histoire, elle s'est encore plus ancrée parce que j'ai commencé à venir beaucoup plus régulièrement. Parce que Mickaël, en fait, tout simplement, commence à me parler d'un ancien champion que je connaissais, qui est entraîné ici, qui s'appelle Alain Zantifo. Nous, on se connaissait parce qu'il avait en fait été l'entraîneur de mon premier coach. Donc quelque part, sa patte avait déjà un effet sur moi par succession d'entraîneurs. Et Mickaël me dit, voilà, il a une super approche, tu devrais essayer d'entraîner avec lui. Et donc je vais à son cours 1 ou 2 fois, et de fil en aiguille, hop, on s'est mis à s'entraîner ensemble. Et du coup, une partie des entraînements qu'on faisait se passait au Maccabi. Ok, et c'est un monsieur qui te suit encore aujourd'hui. C'est un monsieur qui me suit encore aujourd'hui, exactement. Félicitations, tu as gagné ta 5e ceinture ISK et il était encore dans ton coin. Comment t'expliques qu'un monsieur puisse te suivre aussi longtemps? Écoute, tout simplement une bonne entente, une vision commune de la performance, et le plaisir de partager ensemble les préparations. Je reviens juste sur un petit truc. Du coup, tu es devenu champion du monde de Muay Thai. Mais aujourd'hui, tu es connu pour le kickboxing. À quel moment tu as fait ce choix et pourquoi tu as fait ce choix? En fait, j'ai toujours commencé par le kickboxing. Quand on parlait au tout début de notre interview de champion de France, c'était en kickboxing. Et si tu veux, il se trouve que quand j'ai commencé la compétition à monter en niveau, on m'a présenté à un club, le Shark Boxing, et là-bas, c'était un club de boxe thaï. Et donc moi, je continue mes compétitions de kickboxing parce que c'était ce que j'aimais faire. Mais si tu veux,
par l'effet de groupe et par l'entraîneur, je me suis mis à la compétition en boxe thaï, bien que ça me correspondait moins dans le style, tu vois. Et du coup, je deviens en fait finalement champion du monde de boxe thaï avant. Je crois même que j'ai fait champion de France pro avant le kick et le K1. Dans mon poids, à haut niveau, il y avait plus d'opportunités en K1, en kickboxing. Et donc finalement, après, je m'oriente vers ce que moi, en plus, me correspond plus. Suite à ça, tu vas avoir des victoires, et une en particulier, celle de ta première ceinture ISK, face à un Portugais. Et cette victoire, elle est assez marquante parce qu'en plus d'être ta première ceinture, c'est aussi pour finaliser, je crois, c'est ta licence ou ton master. Mon master, ouais. Ton master, autant pour moi. Du coup, tu finalises ton master en organisant l'événement. En même temps, tu prends ta première ceinture. Quel style d'émotion on peut avoir? C'était beaucoup d'émotions dans le sens où c'était beaucoup de pression qui retombait de l'événement, du combat, de tout ce que ça peut engendrer, quoi, tu vois. Et en même temps, pas tant que ça, parce que, tu sais, c'était des choses que j'avais tellement conscientisées, imaginées, rêvées, que c'était comme si c'était déjà produite. Et donc, j'étais hyper heureux, tu vois. Mais quand c'est arrivé et ça faisait partie du chemin. À la suite de ça, du coup, tu vas avoir des victoires, plus de victoires de défaites. Si on prend sur la globalité, tu es à 80% de victoires sur 20% de défaites. Tu vas amasser les titres jusqu'à la 6e ceinture. Et en voulant aller chercher la 2e, tu vas rencontrer un monsieur Lidon, qui va malheureusement te stopper. Mais il se passe quelque chose, et j'ai besoin d'être éclairé après. Et cette personne va t'aider pour aller chercher la 7e ceinture. Comment tu peux expliquer qu'une personne qui était face à toi, que tu voyais comme un adversaire, puisse être de ton côté maintenant et t'aider pour aller chercher ton sacre? C'est l'école du sport et c'est, je l'espère, l'école de la vie de devant, parce que c'est des sublimes valeurs et c'est ce que j'encourage les gens à incarner et à développer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on incarne en tant qu'athlète. C'est déjà l'histoire d'un immense champion qui est Yohan Lidon, qui est vraiment une légende de mon sport. Et on dit qu'il y a une première icône qui est Jérôme Le Banner, et son héritier, pendant longtemps, on parlait de Yohan Lidon. Donc c'est te dire la taille qu'il occupe dans le paysage de la boxe pied-point. Et donc le combat se fait, donc moi je me prépare, combat hyper important, combat que je perds malheureusement à la majorité des juges, et donc combat très serré, puisque d'ailleurs ils n'ont pas été capables d'être tous d'accord. Et en fait, la préparation de ce combat, l'un face à l'autre, et en même temps toutes les oppositions qu'on a eues de médiatiques ou tout comme ça, avec énormément de respect et moi de l'admiration pour son parcours, font que à l'issue du combat, il me dit je suis dégoûté que ce combat ait eu lieu, parce que j'avais vraiment pas envie de t'affronter, tu vois. Et moi-même, en fait, j'avais envie de l'affronter pour ce qu'il incarnait, mais pas pour la personne qu'il était, parce que humainement, quelqu'un de top, et on n'avait pas envie de se faire mal, tu vois. Et du coup, à l'issue de ce combat, il prend sa retraite, et il me dit maintenant, j'ai envie de t'accompagner. Et moi, j'en suis hyper flatté, et en plus, c'est quelqu'un qui connaît le sport hyper bien, et du coup, pour récupérer le titre, il m'a accompagné, et du coup, c'est vrai que c'est des valeurs fortes, parce qu'on était l'un face à l'autre, adversaire l'an dernier et partenaire l'année d'après. Toi, en tant que justement combattant, comment tu pourrais définir un petit peu ton esprit martial? Comment tu vois la chose? Alors, c'est assez drôle, parce que pour moi, l'esprit martial, c'est un esprit de sagesse, et moi, mon nom, c'est Benzaken, et en hébreu, c'est la sagesse. Ok. Tu vois. Donc est-ce que j'étais fait pour aller là-dedans? J'en sais rien. Mais si tu veux, vraiment pour moi, l'esprit martial, c'est vraiment une philosophie de sage, tu vois. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, tu vois, dans les cultures asiatiques, tout le monde a un esprit martial, et d'autant plus les vieux sages, c'est souvent des anciens maîtres d'arts martiaux, quoi. Donc pour moi, la culture martiale, c'est vraiment ça. Ok. Je vois quand même quelqu'un face à moi qui est très souriant, très avenant, même je t'ai eu par message, c'était quelque chose de très relax. Comment tu peux expliquer justement ce côté paradoxal d'être aussi souriant, mais une fois que le dong retentit, d'être aussi agressif? Je pense qu'on est tous une partie de yang et une partie de yin, tu vois. On est vraiment fait de polarité et d'énergie, et c'est l'harmonie de tout ça qui fait que tu te sens bien. Et moi, c'est vrai que mon exutoire, l'endroit où je me sens bien, c'est dans ce sport, sans forcément y voir de l'agressivité, mais juste de l'application de quelque chose que j'aime, et c'est un sport de contact, donc effectivement, ça me paraît être de l'agressivité ou violent, mais en vérité, moi, c'est juste une application d'un code que j'ai appris, quoi.
Du coup, est-ce que ce paradoxe te permet d'être un meilleur boxeur? Alors, je sais pas si ça me permet d'être un meilleur boxeur. En tout cas, ça m'aide à gérer mes émotions parce qu'en fait, je fais ça de manière appliquée, tu vois, et je fais ça en me disant, voilà, ben, je dois m'entraîner, je suis très rigoureux dans mon entraînement, ça m'aide dans ma discipline et vraiment dans la quantité d'entraînement que je suis capable de mener et après de mettre en application sur le ring. Ok. Je vais grossir le trait, mais t'as 2 bras, 2 jambes, mais pourtant t'as réussi à devenir champion du monde. Qu'est-ce qui différencie un humain d'un autre dans sa pratique qui fait que un deviendra champion du monde et pas l'autre? Ben, la résilience, je pense tout simplement, qui est en fait le fait de se dire que dans la vie, j'ai pas eu que des victoires. La différence, c'est celui qui est capable d'encaisser, c'est-à-dire de pas d'encaisser les coups. Alors oui, bien sûr, aussi au sens propre, mais surtout qui est capable en fait de rebondir quand il a un échec et de se remettre en question pour mûrir et pour grandir. Que ce soit pour devenir champion du monde de boxe ou champion du monde dans n'importe quel sport, tu vois. Et je pense vraiment que la différence, elle se situe là, c'est-à-dire que l'athlète lambda, il va s'entraîner, progresser. Peut-être qu'après un échec, il va pas se remettre en question et il va rester sur sa même lignée, alors que celui qui a perdu, il garde quand même en tête, il a toujours cette vision, tu vois, de progresser et d'aller vers son meilleur niveau. Et donc, voilà, moi je dirais, c'est d'être toujours dans cette remise en question perpétuelle, de vouloir s'améliorer et d'être capable d'apprendre à désapprendre pour mieux grandir, quoi, tu vois. Ok. Toi, dans ton développement, c'est quoi le livre qui t'a le plus impacté, qui t'a le plus marqué? En fait, c'est un livre qui m'a été conseillé par mon premier entraîneur, Aurélien Duhop, qui était celui qui m'a insufflé cette passion. Et en fait, je le voyais comme un sage. Et un jour, il m'a parlé d'un bouquin qui s'appelait Introduction à la communication non violente, les mots sont des murs ou bien des fenêtres. Ce livre, c'est tout simplement une leçon sur comment œuvrer, comment manipuler les mots, comment les mettre bien dans un certain ordre et les agencer pour être au service de l'autre ou alors bien comprendre l'autre, désamorcer des conflits ou au contraire, etc. C'est une vraie leçon d'humilité et une vraie leçon d'empathie envers l'autre. Et souvent, tu dis que le combat, c'est un espèce de dialogue. Jean-Charles Skaboski disait que le combat, c'est un dialogue, mais chacun pense avoir raison et les poings et les jambes sont les arguments. Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Et en fait, je dirais même que la force de certains combattants, en tout cas moi, la force que j'en tire de cette métaphore, c'est que c'est pas que je pense avoir raison, mais en tout cas j'écoute l'autre. C'est-à-dire que j'écoute l'autre comme dans un dialogue, tu vois. Si je ne pense qu'à ce que je vais dire et pas à ce que tu dis, au final, quand tu vas finir ton temps de parole et que moi je vais parler, il n'y a pas de progression puisque je me suis pas servi de ce que tu m'as dit pour mettre des choses cohérentes. Et dans le combat, c'est pareil. Si je pense qu'à mettre ma droite et que je vois pas qu'en fait ta main gauche elle est hyper bien levée et que tu te déplaces plus sur mon crochet gauche, peut-être qu'il va falloir que je réadapte et me dire ok, mon point fort c'est ma droite, mais c'est pas grave, il va falloir que j'aille taper avec un autre coup parce que l'ouverture est ailleurs. Et donc il est important d'avoir une grille de lecture sur l'adversaire, comme écouter quelqu'un quand tu fais un dialogue. Toi, en tant que boxeur, du coup, la première fois que t'es rentré, t'as vu des boxeurs et t'as dit j'ai envie de devenir comme eux, mais on a forcément t'as vu à la télé ou autre part, lequel toi t'as le plus inspiré, lequel t'as le plus admiré? Je dirais qu'il y en a deux qui m'ont énormément inspiré. Celui qui m'a inspiré dans le sens si il était avec moi quand je combattais, c'est Rocky. C'est-à-dire que je regardais les vidéos, les films, la musique, je la mettais quand j'allais faire mes footings, etc. C'était vraiment une source d'inspiration, même si c'était un personnage fictif. Et après, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'admiration pour Jérôme Le Banner, qui est un immense champion français, voire un des plus grands champions français, tout sport de combat confondu. Et voilà, il m'inspirait énormément parce que j'admirais son courage, j'admirais sa puissance, j'admirais son aura, son niveau, tout. Et je me souviens, le premier DVD que j'achète de boxe thaï, un DVD, il y avait son combat, je le regardais en boucle. Ok. T'as pu prendre certaines choses? Non, franchement, il m'a plus inspiré que techniquement, déjà il est gaucher, moi je suis droitier, donc je ne pourrais pas dire que j'ai essayé de reprendre des techniques à lui, parce que je pense qu'on a deux approches de combat différentes et je n'ai pas son style. Faudrait que je m'entraîne avec lui, tiens, on lance ça. Mais voilà. En espérant qu'il voit ça. En plus, il est de temps en temps, il passe au Maccabi. Ouais, il est souvent à mes combats, on s'apprécie, Ok. et voilà. Trop cool. Du coup, dans ton parcours aussi, tu vas chercher un petit peu des sparring partners pour préparer des combats et tu vas rencontrer d'autres boxeurs. Toi, lequel t'a le plus marqué? Ah, il y a eu plein de super échanges que j'ai eu avec plein d'immenses champions. Je me rappelle que d'ailleurs, une fois ici, on était quatre à faire un sparring. Il y avait Alexis Nicolas,
Cédric Doumbé et Youssef Bouganem. On était tous les 4 à tourner, c'était un sparring de ouf. Donc tu vois, tu as des combattants comme ça qui sont hors normes et avec qui c'est un réel plaisir de partager. L'autre grand champion avec qui je mets souvent les gants et avec qui je m'entraîne pratiquement une fois par semaine, en tout cas quand je suis en préparation, c'est Saladin Parnasse. Et lui, c'est vrai qu'il a... ça fait un petit moment, ça fait depuis 2018 qu'on tourne ensemble. Et je vois vraiment une évolution dans sa maturité, dans sa manière de voir la boxe. Et là où vraiment il m'impressionne, au-delà de son niveau technique, c'est physiquement... j'ai eu une période où je courais avec eux, je faisais de la piste avec eux. Et franchement, c'était impressionnant de voir à quelle vitesse il court, quel est son rythme. Et ça me rappelait, moi, quand j'étais plus jeune, que je faisais de l'athlé, que je faisais plein de choses pour être à fond. Et je me suis dit, putain, j'aurais kiffé être jeune. Enfin, non pas que je sois pas jeune, mais en tout cas avoir le même âge que lui pour qu'il me tire, parce que je pense qu'il aurait été devant, parce que c'est vraiment une machine physiquement. Mais en tout cas, pour être plus proche de lui. Cool. On est sur la fin. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui pourraient regarder cette interview? Bah ouais, écoutez, je les invite à, en fait, pour rejoindre une des questions de cette interview, à s'essayer aux arts martiaux, tout simplement parce que, en fait, au-delà d'un sport de combat, c'est un vrai chemin spirituel et je pense que l'être humain en a besoin et si ça fait partie de certaines cultures, et on essaye souvent de s'inspirer de la médecine chinoise, de plein de cultures, ou chez qui l'art martial est vraiment une grande souche, je pense que c'est pas pour rien et du coup j'encourage les gens à essayer parce que ça fait du bien et en plus c'est bon pour le corps et voilà. Et donc c'est bon pour la tête. Merci infiniment. Merci à toi.